Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health pour cette partie 3 avec Camille. Alors Camille, dans cet épisode, on va aborder des sujets qui peuvent être sensibles pour certains auditeurs, en tout cas, qui me suivent. On va parler des formations en fait que tu as suivies bah voilà, au cours de ta carrière professionnelle pour en arriver à aider des patients qui ont souffert de troubles du comportement alimentaire, comme toi, tu as pu souffrir pendant 16 ans d'anorexie mentale, notamment. Donc, pour ceux qui Mm. veulent en savoir plus, on a déjà fait deux parties précédentes, dont une partie consacrée justement à ton histoire personnelle avec cette maladie. Mais voilà, je te laisse la parole. Ouais. Bah, alors, tout d'abord, je tiens à te remercier de m'avoir invité pour cette troisième partie. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais expliquer, parce que c'est vrai que dans le domaine des troubles du comportement alimentaire, on a beaucoup de possibilités de se faire aider dans différents domaines, bon, sachant que c'est une maladie, on va dire, multifactorielle. Mais aujourd'hui, on a tellement de comptes Instagram, de personnes, de diététiciens, de médecins autour de nous, qu'à un moment donné, on est un peu surchargé d'informations. On n'a plus trop envie de se faire aider parce qu'on se sent un peu ballotté un petit peu de droite et à gauche. Et moi, j'ai vécu quand même pendant 16 ans l'anorexie et j'ai été voir quand même des sophrologues, diététiciens, médecins. Donc la médecine allopathique et les médecines complémentaires, l'hypnose. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses, EMDR, EFT, pour m'en sortir. Mais à un moment donné, j'en avais vraiment ras-le-bol. J'ai fait des années de psychologue, tout ça. Et à un moment donné, j'ai tout arrêté parce que j'en avais vraiment marre pour me concentrer un peu sur moi. Sachant que j'ai fait aussi mes études d'ostéopathie en même temps et je me suis passionnée parce que durant mes études d'ostéopathie, on avait 3 ans de cours de diététique durant de la troisième année à la sixième année et aussi de la psychologie. Et on abordait justement les troubles du comportement alimentaire en psychologie, en diététique. Donc mais c'était pas encore assez approfondi à ma façon parce que moi, j'étais la seule dans l'amphithéâtre à avoir l'anorexie. Et quand on en parlait, bah, j'avais l'impression que oui, elle récitait un petit peu un cours comme si qu'elle avait appris ça dans un livre, la dame, enfin notre prof. Et c'est vrai que je me disais, c'est pas possible de réciter quelque chose sans l'avoir vécu et comprendre, pouvoir aider les autres. Et là, je me suis dit, il va falloir que moi-même, je cherche quelque chose parce que bon, j'ai été aussi suivie par des diététiciens à l'hôpital, par exemple. Les diététiciens, c'est très bien, ils connaissent très bien leur métier, les calories, vraiment aider au maximum la personne pour faire un plan alimentaire. Ils sont vraiment très bien formés pour ça. Mais par contre, s'ils n'ont pas vécu vraiment cette souffrance interne, le côté psychologique du rapport à l'alimentation, ça peut pas être complet. On peut pas lui dire, bah, le matin, il faut prendre du pain beurré avec de la confiture, alors rien que de voir du beurre et de la confiture, ça nous met dans un état de stress, en fait. Donc, en fait, à un moment donné, j'ai voulu aller au-delà de ça, au-delà de cela. Et en fait, pendant mes études, donc, j'ai vraiment appris par cœur tout ce qu'on m'a appris, la micronutrition, les vitamines, faire des plans alimentaires, tout ça. La psychologie, j'ai vraiment essayé de comprendre le mécanisme, on va dire, psychologique du mal-être, de l'addiction, l'histoire de la psychologie, tout ça, je me suis intéressée à ça. En plus de ça, j'avais acheté des livres sur les troubles du comportement alimentaire, la psychologie, la diététique. Mais je me suis dit, il faut encore que je sois encore la meilleure là-dedans. J'ai vraiment envie de me former parce que j'étais ostéopathe, mais j'étais passionnée par le fait de pouvoir me guérir, sortir de ça et pouvoir aider les autres. Donc, je me suis dit, bon, il va falloir que je continue à me former après mes études. Donc, j'ai fait 6 ans d'études à Paris. Après, je me suis formée avec quelqu'un en embryologie. Donc, j'ai travaillé pendant 6 mois avec lui au cabinet pour apprendre toute l'embryologie et pratiquer sur les patients. Donc, l'embryologie, c'est l'étude du fonctionnement embryologique de l'estomac, intestin, donc toute la physiologie digestive. J'ai fait mon mémoire de fin d'études aussi sur les gaz expirés, donc le microbiote, parce que maintenant, c'est le professeur Deschlottes à Rouen qui m'a suivi quand j'étais en réanimation et après à Rouen. Lui, il est spécialiste dans la recherche sur le microbiote, le lien avec les TCA. Selon les bactéries, si on a plus un microbiote type pour l'obésité ou pour l'anorexie, par exemple. Donc je me suis dit, il y a quand même des choses dans la recherche qui avancent et que déjà à l'époque, c'était les débuts des recherches sur le microbiote et aujourd'hui encore, on a des nouvelles avancées. Dans 10 ans, ce sera encore autre chose et tout ça. Donc moi, le but, c'est de me former, me mettre à jour dans tout.
dans les recherches scientifiques, de continuer à me former. Donc j'ai fait l'école 5.3 de nutrition. Donc là, c'est l'accompagnement, enfin conseiller en nutrition, c'est vraiment une partie du diplôme de diététique, du BTS de diététique, le conseiller en nutrition. Donc là, j'ai passé ça pour avoir tous les meilleurs conseils, savoir lire les étiquettes, comment faire une assiette équilibrée, tout ça. Mais on n'apprend pas encore les pathologies vraiment type TCA, comment accompagner tout ce qui est pathologique en fait. C'est ça notre limite, c'est que vous les diététiciens, vous pouvez accompagner les personnes qui ont une pathologie, un diabète, et un syndrome métabolique, un TCA. En fait, vous êtes légitime à ça par votre diplôme et par rapport à vos études. Euh, Même si sur les TCA, je ne sais pas trop comment est la formation, si vraiment vous êtes C'est hyper là que bien formé. j'interviens. C'est Ouais, là que vas-y, j'interviens. dis-nous pour ça, Alors, donc avant de continuer. je ne peux évidemment parler que pour moi et pour le cursus belge, vu que moi j'ai fait un bachelier en diététique en Belgique à Tournai, à la Haute École Provinciale du Hainaut-Condorcet. Et donc, ce que je peux en dire, c'est que donc dans notre cursus initial de 3 ans, euh, pour cette école-ci en tout cas, donc je vais mettre des guillemets parce que chaque école a, même s'il y a un programme commun, chaque école enfin, voit plus ou moins certaines matières à leur façon. Je dirais enfin, on a très peu été éduqué sur les troubles du comportement alimentaire. La seule nuance que j'apporterais, c'est que bah, moi, par exemple, en fait, j'ai eu une bonne connaissance des troubles du comportement alimentaire parce que j'ai fait mon travail de fin d'études dessus. Mais c'est vrai que par rapport à quelqu'un qui n'a pas fait son travail de fin d'études sur ce sujet-là, ça peut Mm. rester en fait un sujet assez flou, notamment au niveau de la prise en charge. Et c'est pour ça que maintenant, en fait, on essaye de mettre en place en Belgique une formation continue, notamment dans le domaine des troubles des comportements alimentaires, parce que justement, beaucoup de diététiciens n'avaient pas la capacité ou même eux ne se sentaient pas légitimes en fait pour accompagner ce type de pathologie. Ouais, Donc c'est voilà, ce que la formation initiale en tout cas est, est à améliorer dans ce niveau-là. Il y a beaucoup de choses à améliorer dans la formation initiale. Et ouais, ça par contre, c'est partout. Moi, donc j'échange avec énormément de confrères diététiciens ou consoeurs diététiciennes en France, en Suisse, au Luxembourg, etc. Et c'est vrai qu'ils me disent tous que, il y a quand même des lacunes qui sont là depuis, de nombreuses années et qu'on essaye de changer, mais, voilà, les ouais. changements, sont très, longs, à s'effectuer. Par exemple, ça fait des années, on veut augmenter le nombre d'années pour ces cursus-là. Donc en France, pour être diététicien, enfin, il y a plusieurs moyens d'être diététicien en France. Mais comment je vais dire, le cursus, canonique, on va dire, le cursus de base, c'est le BTS. Moi, ça fait de nombreuses années qu'ils veulent le passer en 3 ans. En Belgique, nous, ça fait de nombreuses années, on veut le passer à 4 ans. Et Mhm. c'est en cours, mais pour l'instant, enfin, je ne sais pas si ça va l'être pour les prochaines rentrées académiques. Mais en tout cas, à ma connaissance, c'est toujours pas augmenté le niveau d'études. Ouais, C'est c'est possible que ça. ça vienne passer peut-être pour cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas, Ouais, quand moi j'ai fait mes études, c'était comme ça que ça se réalisait. Donc c'est vrai que malgré tout, au niveau donc, comme je disais, de la prise en charge diététique, c'est très léger en fait, l'accompagnement des personnes atteintes de troubles du comportement alimentaire et c'est pas du tout pris en compte, par exemple, pour les nouveaux troubles un peu plus ouais, atypiques l'orthorexie. ouais, oui, par exemple, mais aussi la pathologie dont on a discuté dans le dernier épisode, la dermatillomanie, par exemple. Ouais. Donc, par rapport Alors, à ce moi, genre de choses, voilà, on n'est pas du tout formé à prendre en charge ce type de patient. mhm. Moi, ce que je pense, quand j'ai fait ma formation conseiller en nutrition, alors c'est très bien pour donner des conseils en nutrition pour quelqu'un qui n'y connaît rien, qui mange des produits industriels, voilà, qui a besoin de rééquilibrer son alimentation, qui n'a pas de soucis particuliers vraiment avec l'alimentation, de souffrance psychique et de troubles du comportement alimentaire spécifiques. Mais par contre, en fait,
bon, déjà de comprendre, voilà, la diététique de base, c'est bien mais souvent les personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire, ils connaissent déjà tout sur la nutrition, les calories, ils sont vraiment déjà, ils connaissent déjà tout, ils ont l'impression de manger sainement et en fait, c'est le comportement alimentaire qui ne va pas, le côté, souffrance, mentale et le côté addictif du fait du contrôle du corps qui est à mi-chemin entre la diététique et la psychologie. Donc, en fait, moi, je pense que c'est bien qu'en diététique, il y ait une partie plus psychologique qui soit faite, donc peut-être allonger le temps d'études, comme tu disais, et comprendre ces pathologies-là, mais on ne peut pas faire autant d'années d'études qu'un psychologue. Donc, je pense que chacun a son domaine. Moi, par rapport à ma formation, comme je voulais me spécialiser dans les troubles du comportement alimentaire, donc l'ostéopathie, ça m'a déjà appris toute la diététique, la psychologie. Le conseiller en nutrition, toute la diététique, l'assiette équilibrée, tout ça, je sais le donner. Après, je me suis intéressée à la micronutrition et les neurotransmetteurs, parce que la restriction calorique crée un manque vitaminique euh, et un déficit en neurotransmetteurs, du fait aussi que quand on fait de l'anorexie, par exemple, on mange moins de protéines, on a moins de dopamine le matin, on est déjà plus déprimé, donc il y a aussi l'impact de l'alimentation sur le mental. Donc je me suis déjà intéressée à ça, j'ai fait chose étape par étape. Donc la micronutrition pour comprendre ça, le côté psychologique. Après, la gestion du stress, parce que le stress impacte, par exemple, moi, quand je suis stressée, ça joue tout de suite sur mon humeur, sur le fait que je digère mal, que j'ai mal au ventre, et que ça, je vais me restreindre après, je vais vouloir faire plus de sport pour enlever ce stress. Donc, je me suis dit, la gestion du stress, c'est obligatoire là-dedans. Donc là, j'ai fait la formation en gestion du stress sur 3 mois, mais intense. Donc là, j'ai vraiment toutes les techniques issues des neurosciences du docteur Yann Rougier. Ensuite, j'ai fait la pleine confiance pour reprendre confiance en soi. Donc ça, c'est une formation aussi qui m'a coûté dans les 3 000 € pour apprendre toutes les techniques issues du nerf vague, voilà, vraiment pour travailler sur l'aspect du corps au cerveau, hein. Le nerf vague, c'est 80% des informations qui viennent du corps jusqu'au cerveau. Donc en fait, je me suis dit, voilà, un trouble du comportement alimentaire, il va falloir jouer sur la diététique, sur le côté psychologique, sur le corps, le système nerveux, les micronutriments. Vraiment, il va y avoir énormément de choses à prendre en compte. C'est pour ça que la méthode STAR que j'ai créée, elle est sur 10 étoiles. Il y a le côté nutrition, mais les nutritions, par exemple, c'est que la 4e étoile, hein. La gestion du stress, c'est que la 6e étoile. Il va y avoir tout le côté les blessures émotionnelles du passé, les croyances limitantes, jusqu'à l'étoile 10, la mission de vie. Donc, c'est vraiment redonner un sens à sa vie, tout ça. Donc, en fait, la méthode STAR, je l'ai vraiment créée pour ça, parce que c'est ce qui manque dans le domaine scientifique et dans le domaine de tous les métiers qui existent sur Terre. Il n'y a pas un métier qui prend en charge les TCA de A à Z. C'est-à-dire que soit, quand on a les TCA, on va aller voir le psychologue, on va aller voir le diététicien, le nutritionniste, le médecin, éventuellement un sophrologue, mais finalement, c'est que des petits bouts, et quand on retourne chez soi, on se retrouve face à ce problème-là. Moi, je voulais que les personnes misaient tout sur une plateforme, plus un accompagnement avec moi qui ai vécu ça, pour pouvoir travailler sur le facteur nutritionnel, le facteur psychologique de gestion du stress, libérer les croyances limitantes, éviter de se comparer aux autres, et puis travailler sur les blessures émotionnelles du passé jusqu'à leur mission de vie, leur projet de vie, leur travail, tout ça, leur environnement, avec moi, qu'ils deviennent vraiment le wagon, comme je dis toujours, pas le wagon, mais la locomotive de leur vie. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu créer ça et que je continue à me former. Donc, j'ai commencé mes études en 2010. Et depuis 2010, je fais que de me former pour être vraiment spécialiste là-dedans. Et quand je dis spécialiste, c'est parce que j'ai vécu ça en tant que mentor, j'ai fait les formations et je me forme tout ce qui est en lien avec les TCA. Je prends un petit bout de chaque professionnel, la partie la plus importante pour guérir des TCA. Et c'est ça. Donc moi, je ne peux pas dire je ne suis pas diététicien, je ne suis pas médecin. Je suis ostéopathe, certes. Je suis formée en toutes les formations que j'ai faites, nutrition, micronutrition, gestion du stress, tout ça. Mais on va dire que je suis plutôt mentor TCA et accompagnement ou coach en alimentation optimale par rapport à la personne. C'est pas une alimentation anti-inflammatoire, c'est pas une alimentation ceci, cela, c'est vraiment parce qu'une alimentation anti-inflammatoire, par exemple, pour quelqu'un, ne va pas être la même pour quelqu'un d'autre, selon les intolérances, selon le milieu de vie, la saison où on est. Donc ça, tous les coachs qui mettent ça sur Internet, ils s'y connaissent rien là-dedans. Ils connaissent pas le côté, bah déjà, s'ils ont vécu la maladie, le problème de la personne, et en plus de ça, ils vont dire télécharger un e-book le même pour tout le monde, anti-inflammatoire par exemple pour tout le monde. Et en fait, si la personne elle a une grosse intolérance, une allergie ou euh, un-
une aversion envers un aliment, on va lui dire de manger ça et il va le faire à contre-cœur et il va pas tenir ça à long terme. Et même s'il perd ou il prend du poids, ça va pas tenir à long terme pour avoir un poids santé, par exemple, et être bien dans sa tête. Parce que même si on atteint le poids désiré, est-ce qu'on est toujours bien dans notre tête? C'est ça le trouble du comportement alimentaire. C'est pas d'atteindre le poids IMC normal, c'est avoir. En fait, ça, c'est le résultat final de l'IMC normal. C'est être bien dans sa tête en rapport avec l'alimentation, l'addiction. Et ensuite, on atteint le poids normal parce que le corps est en sécurité, il se sent bien et ça revient naturellement, jamais en forçant. Et moi, c'est ça que je dis, c'est dans les métiers d'aujourd'hui, c'est le diététicien, il va vouloir souvent, la personne va venir, par exemple, je veux perdre ou prendre du poids, ou alors j'ai un diabète, donc je veux réguler ça. Donc oui, il faut que la prise de sang soit nickel, mais est-ce que ce que fait le patient, par exemple, pour manger, pour avoir cette prise de sang-là, est-ce qu'il est bien dans sa tête? Est-ce qu'il peut faire ça à vie? On ne sait pas, en fait. Donc c'est ça que cette prise en charge-là qui manque, je pense, dans les études aujourd'hui. Euh, Cette compréhension, le fait de se mettre à la place de la personne. Je pense que c'est ça, parce que c'est tellement théorique, euh, comme logiciels de calculateur métabolique, tout ça. C'est tellement théorique qu'on n'est pas à une calorie, parce que quand on mange, l'aliment, il n'est pas encore absorbé dans le ventre. Il faut déjà qu'il passe la barrière intestinale. Donc, c'est pas le nombre de calories qu'on mange qui compte. C'est ce que le corps va bien vouloir assimiler, les hormones, le bien-être. Moi, mon corps, quand il rejetait, je mangeais, et puis il rejetait tout. Donc, en fait, c'était pas, même si je pouvais manger beaucoup de calories, je grossissais pas. Et il y a une personne, va manger une feuille de salade, tout de suite, elle va grossir. C'est pas le même microbiote, c'est pas le corps, s'il est en état de stress et qu'il veut stocker, parce que c'est un mécanisme de survie pour lui, il va stocker le moins de petits trucs. Donc, c'est comme aussi la mode. Alors, je sais pas si tu faudrait peut-être qu'on en parle sur une autre partie aussi. C'est, tu sais, les régimes cétogènes, vegan, tout ça, bon, Ah oui, les ça choses un c'est. peu à la mode. Voilà. Et puis, si tu veux, bah, il y a une personne, le régime cétogène l'a guéri de ça, ou le régime vegan fait ça. Et en fait, pour une personne, ça a marché à un instant T pour guérir telle maladie, mais on est tous différents et on n'a pas le même microbiote, on n'a pas les mêmes antécédents, la même masse musculaire de base, et on n'est pas tous à même de suivre un tel régime. Donc, Ça, je pense que c'est un gros point, les régimes ouais, à la mode en nutrition. Il y en a plein, bah, tu as cité le ouais. régime cétogène, le jeûne intermittent, Mm. manger sans gluten, sans lactose. Ouais, Il y a ça va, c'est ça. énormément de modes. Ouais. Il y a aussi la diète paléo. Mais Mm. justement, tu as dit beaucoup de choses dans ton propos. Donc, je vais essayer de revenir sur certains points. Euh, Mhm. je te rejoins en fait sur le fait que il faut en tout cas que professionnel de la santé, se former continuellement parce que bah, voilà, les avancées dans la recherche évoluent constamment et donc on a un devoir de se mettre à jour pour assurer la meilleure prise en charge possible avec ses patients. D'ailleurs, là, je viens de tourner un podcast avec Florian Saffer, qui est quand même un diététicien renommé en France pour justement le fait de mêler accompagnement émotionnel, psychologique avec la nutrition. Donc, on a parlé des thérapies cognitivo-comportementales euh, liées à la nutrition. Donc, pour les Mhm. personnes intéressées, ça peut être bah, voilà, un épisode à consulter. Euh, Par rapport à la micronutrition, moi j'ai un problème en fait avec ces formations de micronutrition. Mm. Pas forcément pour justement les personnes comme toi qui sont ostéopathes ou kinés ou infirmiers ou je ne sais quoi et qui veulent en savoir plus sur la micronutrition, ça j'ai pas de problème. Mais moi, c'est les diététiciens en fait qui font ce type de formation et puis ensuite qui mettent diététiciens experts en micronutrition. Ça me Ah dérange ouais. profondément parce que pour moi, en fait, le diététicien est l'expert de la nutrition tout court. Et la nutrition, Bah oui, c'est les macronutriments et les micronutriments. Et bah donc, oui. ça n'a aucun sens de mettre diététicien expert en micronutrition. Ouais. Tu l'es C'est comme déjà moi, de base. euh, Arrête tes si je conneries, tu m'étais l'es déjà de base. ostéopathe, si je m'étais ostéopathe spécialiste de la cheville, par exemple. Ouais, ben Ça, c'est exactement ça. Et moi, j'ai un problème par rapport à ça. Je sais que certains confrères sont pas d'accord avec moi sur ça parce qu'ils estiment justement que la formation initiale ne prend pas en compte tous les aspects de la micronutrition. Très bien, je peux le concevoir vu que, comme je l'ai dit, on a tous des formations différentes selon si c'est fait
en France, en Belgique, en Suisse, mais aussi également selon l'établissement. Très bien, mais moi, en tout cas, normalement, pour moi, le diététicien est expert de la nutrition dans son ensemble. Et donc, même s'il doit continuer à se former pour justement se spécialiser et avoir voilà, une vraie expertise, donc on se rapproche vers ça, hein, c'est de ce dont j'ai parlé avec Florian, hein. C'est le fait qu'on doit se surspécialiser pour vraiment apporter la meilleure prise en charge. Par exemple, lui prenait l'exemple des cabinets en fait, de diététique qui s'occupent que de patients anorexiques ou que de sportifs qui font de l'ultra-endurance. Tu vois, c'est même plus juste le sportif, c'est les sportifs Ouais, qui je vois font de bien. l'ultra-endurance. Donc c'est vraiment une spécialisation, et je pense qu'on a quand même un intérêt à se spécialiser, bien qu'il faut quand même garder certaines bases, tout de même. Hem, mais voilà, c'était un peu mon avis donc sur la micronutrition. Désolé à mes confrères, qui ne seront pas d'accord, mais c'est mon avis. Mmh. Hem, je Bah, voulais je pense du qu'après, coup c'est aussi, quand tu fais tes études de diététique, quand tu peux approfondir un sujet, par exemple, si tu apprends quelque chose déjà sur les micronutriments, tu peux très bien aussi acheter des livres, te renseigner encore un peu plus pendant tes études, de te perfectionner, comme moi j'ai fait en ostéopathie. Je me suis aussi formée en neuropédiatrie, en plein de choses en fait à côté, mais je me dis pas spécialiste de ça. En fait, c'est juste que moi je suis passionnée par ça et du coup, je vais chercher plus loin. Je vais acheter des livres, je vais me documenter. Et ça, je pense qu'un diététicien est normalement censé le faire à la base, en fait. Et même s'il fait des formations, oui, voilà. oui. Après, c'est compliqué parce que ça, je l'ai abordé rapidement, sur, LinkedIn, la grosse problématique, en fait, de la formation continue. Donc je suis vraiment à 100 pour la formation continue pour les professionnels de santé. Ça, c'est pas un débat. Mais le problème, en fait, c'est que souvent, comme je t'ai dit, le diététicien est pas, reconnu, de son Mm. employeur s'il est salarié ou, des États. Et donc c'est-à-dire que toutes les formations continues heu, qu'ils, doivent faire, sont, financés en fait, à 100 quasiment, par leurs propres finances. En Oui, tout oui, cas je quand ils comprends. sont en indépendant et Mm. parfois exceptionnellement, pour les diététiciens en hospitalier, parfois l'employeur autorise 1 ou 2 formations, très courtes, mais Mm. sinon c'est pareil, c'est aussi à sa Ouais, bah, charge moi, et j'ai c'est un payé tout, coût hein, énorme en fait. C'est ça ouais, moi, la j'ai payé. formation continue, c'est un coût énorme et Ouais. donc Moi, c'est difficile de les blâmer parce que ça coûte tellement cher de se former et le problème, c'est qu'on est un peu, j'ai l'impression dans notre société actuelle, dans la course au certificat, tu vois? Ouais, C'est-à-dire il qu'on faut. on veut montrer qu'on s'est intéressé à tel domaine, et avoir du coup tel certificat, qui l'atteste et Ouais, on donc va tout toujours être le meilleur que l'aspect l'autre, en fait. moi, c'est pour aller plus loin dans le sens, en fait, on veut montrer, en fait, qu'on s'est formé pour, pouvoir le valoriser auprès soit de nos patients, pour justifier, par exemple, un coût honoraire plus élevé ou, pour, voilà, se démarquer des autres diététiciens, qui n'auraient pas Mm. fait, telle ou telle formation. Mais du coup, on oublie, en fait, de revenir à la base qui est, comme tu dis, la lecture, de livres, Ah d'articles oui, scientifiques qui, au c'est final, clair. je me rends compte, est très peu valorisé. Moi, Mm, je sais mm. que tous les articles de PubMed que j'ai lus et les livres que j'ai, Ouais, t'as pas de diplôme pour j'ai ça, 0 malheureusement. valorisation par rapport à ça et pourtant, Moi, c'est pareil, hein. parfois j'ai l'impression d'être mieux formé à certaines, problématiques, via ces lectures et ces livres, qu'en ayant fait une formation qui coûte 3 000 €, et Mm. qui s'est étalée, peut-être en maximum, 3-4 jours, tu vois? Ouais. Ah, moi, c'est, tu vois, mes études d'ostéopathie plus mes formations, j'en suis au moins à 130 000 €. Parce que c'était 9 000 € l'année en ostéopathie, plus toutes les formations que j'ai fait et tous les livres que j'ai achetés. Vraiment, j'ai dépensé énormément. Pour moi, c'était pas vraiment une dépense parce que c'était un investissement. Ouais, c'est un Mais je l'ai fait. investissement, ça, c'est Voilà. Mais je mets pas sur mon site, il n'y a pas tous mes diplômes, hein, parce que sinon, en fait, j'aurais pas assez de pages en fait, sur le site, je crois. Parce que j'ai fait non, tellement non, de c'est formations. clair. J'ai été dans toute la France, j'ai même été au Luxembourg, j'ai été partout pour faire toutes les formations, voilà, et même tout ce qui est complément alimentaire, je me suis formée là-dedans parce que maintenant, moi, les conseils que je donne, c'est avec l'alimentation principalement et que les compléments alimentaires, c'est que dans des cas spécifiques parce qu'il y a le gros business aussi là-dedans et moi, je veux pas rentrer là-dedans. Donc ça, on pourrait aussi en parler, mais c'est vraiment, il y a tellement de choses aussi,
tout ce qui rapporte, les études qui rapportent tout ça ou les compléments, ça rapporte de l'argent. Il y a les contenus sponsorisés aussi sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Ça devient vraiment compliqué parce qu'aujourd'hui, bah, les gens ils disent: «Ah oui, pour que j'ai ça, pour que je sois moins stressé, il faut que je prenne tel magnésium. Pour que je sois... En fait, pour tel symptôme, il faut prendre tel complément» et ça devient de la médecine, bah, on va dire allopathique, mais par quelque chose de naturel maintenant. Tel symptôme, on doit prendre tel complément, donc ça devient aussi un petit peu compliqué à gérer aussi ça. Alors Mais ça, que on le bon, quand retrouve on... maintenant, et j'en parlais aussi avec Florian, ça, on le retrouve même maintenant chez certains diététiciens. Ouais, C'est-à-dire ouais, que maintenant, carrément. des diététiciens présents sur les réseaux vont Mm. promouvoir telle gamme de produits avec tel code promotionnel. Et moi, personnellement, je trouve que c'est une limite éthique, en tout cas pour ma part. Pour moi, en tant que professionnel de la santé, on ne peut pas s'affilier à une marque de compléments alimentaires et comme ça, distribuer des codes promotionnels pour bah, son audience sans avoir fait de prise en charge, sans connaître les personnes. Bah, pour te dire, par exemple, moi en ostéopathie, j'ai fait la formation pour les animaux. Donc j'ai fait 3 ans d'études en plus de mes études d'ostéopathie humaine, où j'allais tout le temps faire mes stages. J'ai payé énormément cher aussi pour ça, pour apprendre l'ostéopathie et la médecine chinoise, soigner les animaux par l'ostéopathie. Et depuis 2017, il y a eu une loi comme quoi les vétérinaires ne voulaient plus que les ostéopathes travaillent sur les animaux, en fait. Donc c'était un peu la guerre entre ça. Donc moi, je n'ai plus le droit d'exercer en tant qu'ostéopathe sur les animaux. Mais eux, alors, les vétérinaires, ils ont le droit de faire leur métier de vétérinaire, de faire de l'ostéopathie et de vendre les produits en même temps qu'ils prescrivent. Donc finalement, dans tous les domaines, il y a toujours des injustices comme ça qui sont vraiment... Moi, j'ai vécu ça. C'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de difficultés par rapport à ça parce que bon, quand j'investis dans une formation et que j'ai pas le droit d'exercer parce qu'il y a une nouvelle loi qui arrive, parce que les vétérinaires, c'est comme kiné, ostéo, vétérinaire, ostéopathe, tout ça, il y a eu la guerre un petit peu et comme si que on n'était pas tous compatibles, mais le problème, c'est que c'est pas en allant à la guerre contre les autres qu'on peut y arriver dans la vie, quoi. Je pense que moi, j'ai jamais été contre les médecins, contre les diététiciens, parce que moi, c'est j'apprends de tout le monde, je me forme avec tout le monde et tout le monde a une approche différente. Et je pense qu'on tous ensemble, on est par exemple, un diététicien va être bien pour une personne, et pour une autre personne, ce serait un autre diététicien parce qu'il y a le côté humain, il y a le côté vécu, le côté comment la personne se sent avec la personne. Donc, un ostéopathe peut être bien pour quelqu'un, alors que quelqu'un va préférer aller voir un autre ostéopathe. Et je pense que dans la vie, c'est de trouver la personne avec qui on se sent bien, bon, qui a les bases d'une formation, mais qui a en plus le côté passionnant, le côté chercheur, le côté qui continue son métier, qui reste pas, qui fait pas ses études et qui continue pas à avancer par rapport à la science. En fait, je pense qu'il faut continuer à se mettre à la page et que la personne se sente à l'aise bien et qu'il voit que la personne qui va voir connaît le sujet, quoi. Moi, je continue toujours à me former et quand sur ma plateforme de la guérison avec les 10 étoiles, la méthode STAR, dès que je fais une nouvelle vidéo, un truc sur la médecine chinoise ou quoi que j'ai appris en plus, je vais le rajouter sur la plateforme pour que les personnes qui avaient déjà acheté le programme puissent avoir les nouveautés. Et je ne reste pas comme ça, en fait, comme un médecin qui va faire la même chose, la même médecine pendant toute sa carrière, sans lire les nouvelles études scientifiques, parce que les médecins, eux, par exemple, s'il y a l'industrie pharmaceutique qui vient les voir, ils vont dire, bon, il y a un nouveau médicament qui est sorti, c'est celui-là que vous allez prescrire en cas de problème, mais voilà, ils vont pas aller chercher quel est l'atout de ce médicament, en fait. C'est juste, voilà, ils vont pas se poser plus la question, parce que déjà, ils n'ont pas forcément le temps non plus de faire les recherches scientifiques, et il y a une question de temps, oui, parce que c'est un temps qui est pas payé, qui est pas valorisé en fait. Le temps qu'on va passer nous, même nous, sur les réseaux, enfin les réseaux pour aller voir sur PubMed les articles scientifiques. Le temps que je vais lire un livre sur la nutrition, bah, pendant ce temps-là, je suis pas payée moi. Donc, je pense que c'est le côté passion et le côté, ouais, c'est vraiment parce que je suis passionnée que je le fais. Mais c'est quelqu'un qui est pas passionné, il le fera pas. Donc, je pense que la personne qui va voir un thérapeute, quel que soit le métier, un thérapeute, un médecin, n'importe qui, il doit ressentir ça. C'est suivre son instinct et je pense que c'est la meilleure solution pour trouver le meilleur professionnel pour l'aider, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Mais ça, effectivement, il faut, de toute façon, comme tu as dit et comme je l'ai dit, il faut continuer à se former et même dans les personnes, donc dans les professionnels de santé qui ont un diplôme d'État, heu, il y en a qui sont clairement pas motivés à faire de la formation continue et qui ont fait les études juste pour dire d'avoir un travail et
ne remettent jamais en Mm. question leur façon de prendre en charge les patients. Et moi, je trouve ça bien dommage. Mais malgré tout, il y a des diététiciens et même des médecins, hein, qui continuent à se former régulièrement, que ce soit par de la lecture ou par des formations agréées. Bah, et bien, malgré tout ça, en fait, il y a quand même c'est vrai qu'il y a une frustration, en fait, qui vient notamment des diététiciens que je représente depuis maintenant quelques mois, en tout cas Je en comprends tout Belgique. à fait, hein, parce qu'à Et votre place, cette je me frustration, elle vient du constatais. fait que justement, les États, notamment, le système Mm. de soins, en fait, de santé, ne reconnaît pas le diététicien à sa juste valeur, alors que c'est un des plus beaux métiers au monde, hein, de promouvoir une alimentation saine, équilibrée et adaptée à tout à chacun pour justement éviter des pathologies chroniques. Parce que c'est vrai qu'on met pas assez, en avant l'aspect prévention, l'aspect, d'être aussi un préventeur, en fait, en tant que diététicien. Et ça, c'est Mm. dommage. Et donc, de cette frustration à ne pas être reconnu ni par le système de santé, ni par le grand public, hein, qui connaît très rarement enfin, ce que fait sur le terrain un diététicien, hein. Pour le grand public, un diététicien, c'est une personne qui fait perdre du poids aux obèses, point barre. Il n'y a pas de prise en charge Ouais. des allergies, des intolérances. Spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, spécialisé en néphrologie, il y a pas tout ça pour le grand public. C'est juste, amaigrissologue, perte de poids et puis basta. Et donc de Mm. tout ça, en fait, il y a cette frustration, qui est, je pense, redirigée, vers d'autres, professions, notamment les coachs sportifs, hem, les naturopathes, les nutrithérapeutes, pourquoi pas aussi, certains autres professionnels de la santé. Parce qu'il faut savoir que maintenant, il y a quand même pas mal d'autres professionnels de la santé qui parlent de nutrition. Par exemple, en France, il y a des infirmiers qui sont spécialisés en nutrition maintenant. J'ai oublié le nom, mais ça existe. Il y a des Mhm. pharmaciens maintenant qui peuvent donner des conseils en nutrition et en fait, tout ce melting pot fait que, voilà, il y a cette frustration qui est présente, je ne vais pas m'en cacher, moi-même parfois j'en suis frustré et donc on le Mm. redirige un peu peut-être, parfois injustement, à tous ces autres, ces autres corps de métier. Ouais, tu vois, par exemple, un coach sportif, il peut aider par rapport à l'activité que fait la personne, si c'est une prise de masse ou une perte de poids, voilà. Mais le problème, c'est qu'il connaît pas tout le côté psychologique de la personne, son environnement. Il n'a pas le temps de consacrer à tout ce côté-là que moi je passe, par exemple, pour le. Donc, je pense que ça peut être, voilà. Et du Ouais, bah, coup, c'est complémentaire. Je pense que c'est ça, faut plutôt voir les autres professions comme étant, complémentaires à notre approche, mais tout en aussi mettant en avant nos propres compétences pour pouvoir justement mieux collaborer et que chaque, profession en fait, définisse des limites claires pour que, voilà, chacun puisse exercer, de manière multidisciplinaire et sans je veux dire, sans se «voler des expertises» entre guillemets et je ouais, pense que ce sera le mot de la fin. très bien. C'était Bah, très merci bien. à Merci. toi du coup pour cette troisième partie et Oui, peut-être à bientôt pour une quatrième partie, ouais, je pense. Plus tard, dans quelques temps. Merci à toi.